la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Il fait chaud au Cameroun, vous l'avez remarqué. En journée comme en soirée, cette chaleur prend des proportions. Nous vous proposons de rester bien au frais et de vous hydrater régulièrement. Les températures atteignent la barre des 29 degrés ce soir dans la région du littoral et même au sud-ouest Cameroun. Le centre avoisine les 27 degrés qu'on retrouve également au nord et les 26 degrés qu'on aperçoit à l'est Cameroun. Attention, vous êtes prévenus. En détail, au nord Cameroun, il fera assez chaud ce soir dans toutes les villes au vu de ces températures. Et demain matin, on espère beaucoup de fraîcheur à Guider avec ses 23 degrés. Par la suite, nous allons au littoral Cameroun, 29 degrés à Douala, 28 à Yabassi. Et demain matin, on perd 2 degrés, mais la chaleur sera toujours aussi présente. Nous terminons avec le nord-ouest Cameroun habitué de fraîcheur, mais ici, on constate que la chaleur sera présente dans toutes les villes dans la nuit. Et demain matin, on a espoir que la fraîcheur sera au rendez-vous. Et si l'occasion vous est donnée, n'hésitez pas à aller apprécier de plus près les chutes de Babanki, Tongo. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. En route vers les législatives partielles dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après le verdict d'annulation du scrutin dans 11 départements, hier mardi, par le Conseil constitutionnel, la haute juridiction confirme sa souveraineté, entendra-t-on dans ce journal. En route vers le 8 mars, Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille lançait les activités ce mercredi à Kribi, dans l'océan. Nous irons sur les plages de l'Atlantique pour les échos de cette cérémonie. En route vers le Carême 2020, ouvert comme de tradition par le mercredi de cendre, symbolique de ces pratiques pour l'Église catholique, ce sera dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Nous ouvrons ce journal par cette nouvelle sur très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement. Le docteur Joseph John Gouté représentera le président de la République à la cérémonie de lancement des travaux de construction d'un pont sur le fleuve Logone destiné à relier le Cameroun au Tchad. Cette cérémonie aura lieu à Bangor sur le territoire de la République du Tchad et ce sera demain jeudi 27 février à 10h exactement. C'est un communiqué qui nous vient du cabinet du directeur du cabinet des services du Premier ministre, Balungeli Ebouné. Et je vous l'annonce déjà, nous irons certainement à Yagua, dans la région de l'extrême nord, pour voir déjà l'arrivée du Premier ministre chef du gouvernement dans cette zone-là avec nos envoyés spéciaux dans la suite du Premier ministre chef du gouvernement. Et d'abord ceci, la nouvelle qui a fait l'effet d'une traînée de poudre hier mardi. Le Conseil constitutionnel a décidé de l'annulation des élections législatives dans 10 départements du nord-ouest et dans un département du sud-ouest. Les élections partielles pour les 6 partis en lice seront ainsi organisées dans ces circonscriptions dans un délai de 20 à 40 jours maximum. Oswald Moudon dessine ici la cartographie politique de ces circonscriptions. En rendant son verdict, le Conseil constitutionnel a redistribué les cartes. L'invalidation des législatives, qui concerne en partie ou en totalité 5 départements des régions du sud-ouest et du nord-ouest, donne la possibilité à 6 formations politiques de se lancer à nouveau à l'assaut des 13 sièges à la Chambre basse du Parlement. Dans la région du sud-ouest, tout est à rejouer. Les cartes sont redistribuées entre le RDPC, le SDF et le CDP. Dans le nord-ouest, 4 départements mettent en jeu une douzaine de fauteuils de parlementaires. Le RDPC et le SDF se disputeront le Buis centre et le Buis est, tandis que dans le Buis sud, ils seront rejoints par le UDP. La Menchum Sud donnera encore lieu au duel RDPC contre SDF, pendant que du côté de la Menchum Nord, le UDP viendra aussi jouer les troubles faits entre les 2 partis politiques. D'autres chaudes confrontations sont à vivre dans la Mézam, avec le ODPC, le RDPC, le UDP
et le SDF dans la MESAM Centre, le RDPC, le UDP, le BRIC et le SDF dans la MESAM Nord. L'on retrouvera ensuite face à face le RDPC et le SDF dans la MESAM Sud. Les deux rivaux de toujours seront également en confrontation dans la Momo Est et la Momo Ouest. Ce sont environ 300 000 électeurs qui seront ainsi rappelés aux urnes pour élire 13 députés. Elections Cameroun remet donc l'ouvrage sur le métier et l'ECAM dispose certes de la compétence nécessaire, mais si, selon le code électoral qui prévoit bien ces cas de figure, cela va de soi, rien ne semble cependant banal dans ce scrutin partiel qui est ainsi annoncé. Séverin Legambele. L'arrêt rendu par le Conseil constitutionnel à la dernière journée de l'audience du règlement du contentieux post-électoral remet Elections Cameroun au travail. Il faut matériellement préparer le scrutin à venir. Cela suppose la saisine des imprimeries pour la fabrication du matériel électoral. Nous attendons la convocation du corps électoral qui doit être faite par le président de la République. C'est ça qui va déclencher toutes les autres opérations qui sont exactement les mêmes que dans un scrutin normal comme nous l'avons fait. Ça veut dire que nous allons réimprimer les bulletins de vote, mais pour les mêmes partis politiques. Il n'y aura plus d'autres partis qui vont s'ajouter. Et ce qui nous oblige à aller effectivement dans les imprimeries, produire les bulletins de vote, on va aller produire les enveloppes, et on va produire la décision qui organise les bureaux de vote. Donc on va reprendre le même dispositif qui permet que donc, cette élection ait lieu. On va mettre dans les bureaux de vote l'encre indélébile, on va mettre la liste électorale. Ce qu'il faut tout au moins noter, c'est que la reprise des élections dans 11 circonscriptions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est encadrée par la loi. Selon l'article 135 du Code électoral, la nouvelle élection doit être organisée entre 20 et 40 jours à compter de l'annulation. Il faut également projeter les relations entre l'ECAM et les autres acteurs du processus électoral. Nous allons d'ailleurs aussi nous rapprocher des partis politiques qui sont concernés par ce scrutin, par cette circonscription, pour qu'on puisse s'entendre sur la meilleure manière, la meilleure approche, pour qu'il n'y ait plus les mêmes problèmes. Parce que comme les partis se plaignent, le SDF se plaint, d'autres sûrement, donc nous allons faire en sorte que pour que nous puissions être d'accord de mieux organiser le scrutin dans ces régions où il y a des problèmes de sécurité, qu'on tombe d'accord pour que nous protégions mieux les électeurs. Pour les démembrements territoriaux d'Elections Cameroun, on annonce la semaine prochaine des réunions de coordination pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Des élections partielles nées donc de cette décision historique du Conseil constitutionnel et qui illustre à suffisance l'indépendance de la haute juridiction. C'est là, il faut le dire, un verdict fort pour clore l'audience publique de règlement du contentieux post-électoral pour ces législatives 2020. Thérèse Yolande-Dima. Le Conseil constitutionnel chargé, entre autres, de veiller à la régularité des élections a posé un acte souverain, l'annulation des élections législatives dans plusieurs circonscriptions électorales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, régions dans lesquelles le Rassemblement démocratique du peuple camerounais avait raflé la mise. Un verdict de maturité à l'image des hommes et femmes qui composent cette haute juridiction camerounaise. Les 10 membres ont tout simplement appliqué le droit, rien que le droit, sur la base des faits portés à leur connaissance et en s'appuyant sur les textes de loi qui régissent le code électoral et sur lesquels étaient adossées les requêtes du Social Democratic Front. Il fallait le faire, il fallait trancher en toute objectivité, malgré le caractère passionné des échanges. Et le Conseil l'a fait en toute indépendance. Il a rendu un verdict absolu, un verdict qui reflète la réalité, parce que pour les membres, l'honneur du Conseil constitutionnel était en jeu au regard du rôle majeur qu'il joue dans le processus électoral. C'est le lieu de saluer ici ce coup de maître des membres de la haute juridiction dont l'impartialité a dominé toutes les considérations. Un bon exemple pour le Cameroun qui est un état de droit et qui compte préserver ce précieux acquis. Les décisions de la dernière audience de règlement du contentieux post-électoral en sont une preuve. Le système institutionnel au Cameroun étant fondé sur le principe essentiel du respect des normes juridiques où chacun est soumis aux mêmes droits, que ce soit l'individu ou la puissance publique.
Également dans l'actualité, ces belles perspectives pour la reconstruction de la région du Nord-Ouest au Cameroun. Le comité ad hoc sur ce projet était réuni hier mardi à Bamenda. Les travaux conduits par le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique ont conclu à un budget d'environ 1000 milliards de francs CFA, somme nécessaire pour la réhabilitation des infrastructures socio-économiques détruites par la crise, des financements attendus, de la coopération décentralisée et des partenaires au développement. D'autres précisions à Bamenda où nous retrouvons Valentin Coadeux. Le Nord-Ouest présente les affres de la crise sociopolitique qu'il traverse depuis plus de 3 ans. Une crise qui a affecté tous les secteurs d'activité. Dans cette étude, on a touché presque tous les secteurs des infrastructures, des routes, des hôpitaux, de l'agriculture, des transformations, de commercialisation. Pour réparer les pertes et relancer le développement socio-économique de cette partie du pays, il faudrait trouver le nerf de la guerre. Le chef de l'État nous a mis en mission afin de prospecter les opportunités de coopération décentralisée avec la région du Nord-Ouest et la ville de Bamenda. Nous sommes allés à Philadelphie et ils nous ont promis d'accompagner le chef de l'État dans son plan de reconstruction de la région du Nord-Ouest. C'est plus de 800 milliards l'enveloppe, mais comme vous venez de voir, il reste encore à imputer dans le projet. Nos partenaires de développement, même notre secteur privé, la population, le gouvernement, tout le monde, c'est une situation que les mains seront mises ensemble pour la réalisation de ces projets. Le comité ad hoc s'est donné une semaine pour rendre sa copie. Nous restons à Bamenda avec les épilogues des élections municipales. Nous allons à la découverte du tout premier maire de la ville de Bamenda, Paul Achumbong Tembeng. C'est son nom, c'est un ingénieur du génie civil. Il est âgé de 55 ans. Il était élu au cours de cette session municipale de plein droit. L'élu s'engage à développer la voirie urbaine et à capitaliser les acquis de la décentralisation. Augustin Guizana, le profil du maire de la ville de Bamenda. C'est un ingénieur en génie civil, né le 26 septembre 1965 à Nien, dans la Momo, région du Nord-Ouest, que revient l'honneur, mais aussi l'exaltante tâche de maire pionnier de la ville de Bamenda. Faire en sorte que les roues soient bien gourdonnées. On va faire en sorte que, même si c'est le goudron, il faut que le goudron soit duré pour au moins 5 ans. Après plusieurs heures de tractation devant le collège électoral constitué des 93 conseillers municipaux SDF et RDPC venus des communes de Bamenda 1, 2 et 3, Paul Achumbong Tembeng est candidat unique et l'emporte avec près de 90%, à la satisfaction du représentant de l'administration à cette session de plein droit. Une élection locale, un conseiller du RDPC reste un conseiller du RDPC, n'est pas un conseiller du SDF. Donc ça nous a permis de clarifier la situation et puis tout est devenu normal et l'élection a été menée. La preuve, le maire de la ville a été élu à plus de 89%. Les conseillers du SDF, considérant le fait qu'un nouveau pas vers l'accélération de la décentralisation vient d'être franchi, s'alignent derrière l'équipe pionnière. Nous sommes prêts de collaborer avec lui en disant que le développement de la ville de Bamenda, c'est ce que nous tous, on veut. Le maire et ses adjoints sont élus pour un mandat de 5 ans. Dans le littoral, la Sanaga maritime a aidé à précisément le tout premier maire de la ville est connu également. Il s'appelle Emmanuel Albert Lende. Il était élu hier mardi. Le pharmacien de la ville promet une thérapie de choc à aider pour lui redonner son prestige d'antan. Léon Bertrand Tanefo de CRTV Littoral. Dès sa première prise de parole, Emmanuel Albert Lende a parlé d'un vote pour l'histoire. Et dans l'histoire, il vient de faire son entrée
en devenant le premier maire élu de la ville d'Edéa. Ses pairs conseillers municipaux l'ont plébiscité dès le premier tour avec 27 voix sur 50 face à ses challengers Gustave Nzati et Paul Biteke Ncheke. Une session de plein droit teintée d'un incident mineur du fait du respect des consignes au sein de certains partis politiques. Le préfet de la Sanaga-Maritime, représentant de l'État, tout en définissant le cahier de charge du nouvel élu, a dû rappeler la primauté de l'État sur les organisations partisanes. J'ai demandé au nouveau maire élu de la ville de rassembler son équipe parce que le chantier est immense et comme vous le savez, l'État central s'est dessaisi d'un certain nombre de compétences qui sont transférées à la périphérie et ça fait beaucoup de moyens. Et la boussole du nouveau maire de la ville d'Edéa est connue, le prestige et le statut de la ville lumière. Je suis conscient de la tâche qui est immense. Nous allons nous mettre au travail. C'est une joie, mais une joie de courte durée parce que nous savons que le défi est immense. Emmanuel Albert Len remplace Dieudonné Nzoki qui aura passé 17 années à la tête de la ville d'Edéa. Un nouvel exécutif communal est à la tête de la mairie de Saint-Mélima dans la région du Sud. Jean-Faustin Bokono, ce sera le maire élu au cours de la session de plein droit hier, une session plutôt tendue. Le maire exhorte les populations à faire taire toute dissension désormais. Il s'agit avant tout de développer la ville de Saint-Mélima. Charles Abesoloba dans le Sud. À l'esplanade de l'hôtel de ville de Saint-Mélima, une foule importante venue attendre la fumée blanche. Sur place, un dispositif sécuritaire renforcé pour contenir toute velléité de débordement. Au bout d'un peu plus de 2 heures de suspense, le verdict tombe. L'ancien maire André Noël-Essiane cède son fauteuil à Jean-Faustin Bokono, élu par 25 conseillers municipaux sur 35. Je voudrais faire de la commune de Saint-Mélima un creuset du développement, un creuset de paix, un creuset de l'épanouissement. Je demande la paix sociale. Je demande que les cœurs essaient de se calmer, que les gens comprennent que tout commence par l'unité, tout commence par la solidarité, tout commence par le pardon et la tolérance. À l'issue de la session de plein droit, le nouveau maire et ses 4 adjoints sont portés en triomphe dans les rues de Saint-Mélima. Les populations sorties en masse fondent beaucoup d'espoir sur ce nouvel exécutif. Nous attendons un grand changement parce que ça fait depuis que nous ne faisons que tourner sur place. Il fallait que ce changement arrive pour nous mettre un peu à l'aise. Nous voulons un Saint-Mélima nouveau. D'abord l'électricité, trop de coupures et aussi on a besoin de l'eau potable dans les villages et dans les quartiers de la ville de Saint-Mélima. Les 5 prochaines années ne seront donc pas de tout repos pour ces hommes et femmes appelés à donner un nouvel élan au développement local dans cette municipalité. La découverte des nouveaux maires dans le département du Mfundi, à Yaoundé 3e, l'exécutif sera désormais conduit par Luc Oona et Jacques Yoki Onana rempile à la tête de la mairie de Yaoundé 6e. Le récit de cette session de plein droit dans le Mfundi avec Augustin Bichoka. C'est au terme d'une longue attente que le conseil de plein droit de Yaoundé 3 se tient à l'arrivée du préfet du Mfundi. Quelques jours plus tôt, le mandataire s'était déjà concerté et choisi l'exécutif conduit par Luc Owona. L'autorité du Mfundi fait lire les dispositions légales qui encadrent cette première session. Puis le quorum est vérifié, le vote aussi, ainsi que les 4 adjoints qui accompagnent l'exécutif pendant le mandat de 5 ans. Même les 10 représentants au conseil de communauté sont présentés par le mandataire du comité central. Le maire de Yaoundé 3 décline ses priorités. Je voudrais au départ créer les comités de développement dans pratiquement tous les quartiers de ma circonscription. Et en plus, je voudrais beaucoup plus me pencher du côté de la zone rurale. J'aimerais créer les comité de vigilance dans la majorité de tous les quartiers de la ville. L'insalubrité, ça va de soi. Ce sera fait, ce sera des priorités par rapport à notre mandat. À Yaoundé 6, la tâche sera plus ardue. Les arrangements qui portaient sur le maire Jacques Yoki Onana sont contestés par Saint-Éloi Bidoum.
Le préfet Jean-Claude Stila est contraint de reprendre le vote. Le choix fait avec le mandataire est confirmé. Jacques Yoki Onana sera élu maire avec 19 voix contre 9 à son concurrent et 3 bulletins nuls. Je sens la lourde responsabilité qui est désormais la mienne de conduire cette municipalité si compliquée, comme vous le connaissez bien, de présider une fois de plus à la destinée de la commune de Yaoundé 6. Après le vote des adjoints, la signature des documents met un terme à cette autre épreuve. Allons voir à présent le jour d'après les élections des exécutifs municipaux dans d'autres communes de Yaoundé. C'était hier et ce mercredi, le travail s'est poursuivi sans relâche. Les maires sortants étaient présents en attendant les installations. Notre reporter Agnès Solange Abesolo était à Yaoundé 3e, 4e et 5e. Voici ses constats. L'atmosphère frise une nostalgie positive dans les mairies ce mercredi, jour d'après vote. Le temps est propice au rangement. Madame le maire sortant de la commune de Yaoundé 5e plie bagage pour céder la place au nouveau maire fraîchement élu qui attend tranquillement la passation de service. Un précédent dans l'histoire des communes d'arrondissement après la cession de plein droit. Conviction qui s'affirme en tous les élus en dépit de l'attente quasi générale. C'est d'abord de prendre contact avec l'ensemble de notre structure, le personnel, ce qui anime au quotidien la gestion de la commune et de la mairie, écouter, discuter avec eux et puis après se faire une opinion certaines des difficultés qui peuvent être les leurs. Le maire élu de la commune de Yaoundé 1er a l'oreille qui frise et l'œil qui pointe lorsqu'il entend chanter pour lui. Et pourtant, le terrain n'est pas du tout favorable à la chansonnette ici à la mairie de Yaoundé 4e à Ekounou. On échange encore sur les événements de la veille. Les commentaires vont bon train. Bien que la porte du bureau du maire reste fermée. Il y a des modalités pratiques. Je suis encore l'ancien premier adjoint d'hier. Et ce n'est que lorsque j'aurai pris véritablement mes fonctions que je vais donc m'atteler à ce travail. Même scénario à la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e. Je ne suis pas parti au bureau parce que je crois qu'il faut que j'attende d'abord la passation de service par monsieur le préfet. Et puis après, je prendrai service. Je ne suis pas pressé. Officiellement, les maires sortants ont jusqu'au 29 février prochain pour rendre les clés. Et rien n'est simple, mais cependant l'enjeu de ces municipales semble clair, comme on le voit pour tous les acteurs politiques impliqués. Il s'agit bien de booster le développement local à la lumière de la nouvelle loi. À Yoko, dans la région du centre, la route et l'eau potable focalisent l'attention. Notre reporter Rodrigue Bertrand-Tueno est allé voir le développement en marche dans cette localité. Yoko, le bitume a fait son apparition sur une bonne partie de la voirie du nouveau quartier administratif à la faveur des travaux de construction de la route Yoko-Lena. L'assainissement est fait de qualité parce qu'on a fossé bétonné et on a des ouvrages de traversée qui sont des buses de 1000 mm de diamètre. Les travaux réalisés ici peuvent faire tomber en pamoisson d'autres cités à travers le triangle national. Nous avons réalisé une voirie de haut standing. La couche de roulement de cette voirie est constituée de 5 cm d'enrobé. Alors, généralement, sur les voiries, c'est 8 couches. Parallèlement aux travaux de voirie, le système d'approvisionnement en eau potable est en cours de réhabilitation et de renforcement. Une sollicitude des pouvoirs publics très appréciée ici. C'était plus qu'un petit village, mais aujourd'hui, nous avons déjà un grand marché. Nous avons tout ce qui est de bien. Donc, on ressemble vraiment déjà à la ville aussi, comme toutes les autres villes. Je dis d'abord merci au gouvernement. Et de deux, notre ville était renfermée en elle-même. Mais on essaie de voir qu'il y a du développement et la vie
nous sommes déjà à l'aise et tout ça, ça nous plaît. Les travaux de construction de la route Batchenga-Tui-Yoko-Lena-Tibati, une fois achevés, feront de Yoko une halte importante sur le chemin du Grand Nord Cameroun. N'est-il pas temps d'y investir? Reparlons à présent de cette vidéo qui continue d'indigner le Cameroun tout entier. La vidéo du Salon de l'agriculture en France. Les populations du Mayo-Tchanaga dans la région de l'extrême nord, de leur côté, manifestaient leur réprobation ce mercredi contre les récents propos du président français. La marche patriotique de Mokolo, c'est dans ce reportage de Isaac Damaïsou de Sierre TV Extrême Nord. L'élan patriotique s'exprime. Derrière le chef de l'État, les populations du Mayo-Tchanaga parlent d'une même voix. Nous sommes sortis pour dire au chef de l'État que nous sommes avec lui et tout ce qui atteint à sa personnalité, nous combattons avec la dernière énergie. Pour les organisateurs, cette marche est aussi l'expression de la gratitude des populations vis-à-vis du chef de l'État qui est toujours resté sensible aux cris des fils et filles du Mayo-Tchanaga. Notre papa, le président Paul Biya, notre président, qui de tout temps nous a soutenus. La lutte contre Boko Haram, la lutte contre la pauvreté, les projets qui nous amènent beaucoup de choses. La marche s'est déroulée dans l'esprit de l'apaisement, tel qu'indiqué dans le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République. Nous allons nous arranger plutôt derrière le président qui est mieux placé pour nous donner des orientations par rapport à des réactions que nous devons avoir. Les manifestants n'ont pas manqué d'exprimer leur désapprobation à tout ce qui concourt à la partition du Cameroun. Revenons à présent sur ces annonces dans la relation Cameroun-Tchad. Il y aura bientôt un deuxième pont sur le fleuve Logone. Cet ouvrage va faciliter la circulation des personnes et des biens entre Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad. Et je vous le disais il y a quelques instants, sur très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, va prendre part demain jeudi au lancement des travaux de construction de cette infrastructure. Le Premier ministre est arrivé ce mercredi soir à Yagua par l'aéroport de Maroua Salak. Et dans sa suite, notre reporter Laurentine Bekono qui nous présente le contexte là-bas. Sous une température de 36 degrés à l'ombre, les populations du chef-lieu de la région de l'extrême nord étaient sur le pont pour ovationner le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, à son arrivée à l'aéroport de Maroua Salak. Au pied de l'Hercule C-130 de l'armée de l'air camerounaise, le gouverneur de la région, Midjiwa Bakari, son état-major ainsi que les dignitaires politiques et traditionnels pour accueillir le chef du gouvernement. Le cérémonial d'accueil est solennel et convivial. Exécution de l'hymne national par la section musique de la Sûreté nationale. Les honneurs militaires rendus par le lieutenant-colonel Dimako, chef B1, B2, région militaire numéro 4. Forte mobilisation des Lamido conduite par Bakari Bouba, Lamido de Maroua. L'événement survient alors que la ville de Maroua attend son maire au lendemain des législatives du 9 février dernier. Dans la suite du Premier ministre, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djumessi, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh, l'un et l'autre sont directement impliqués dans la réalisation du pont sur le Logone entre le Cameroun et le Tchad. Autre présence significative, celle de l'ambassadeur de l'Union européenne, son Excellence Hans-Peter Schadek. L'ouvrage d'art ouvrira une nouvelle ère dans les relations transfrontalières entre Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad. Et c'est dans cette ambiance vespérale que les populations du Mayo Danaï à Yagua sorties très nombreuses pour accueillir le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Une ambiance carnavalesque composée de toutes les richesses culturelles que regorgent les 11 arrondissements du Mayo Danaï. Une véritable mobilisation républicaine et citoyenne des populations qui ont voulu exprimer leur total attachement au Premier ministre qui représente le président de la République et une forte mobilisation militante qui témoigne à souhait et rappelle encore le sacre du RDPC qui trône dans presque toutes les communes de la fille aînée du renouveau. Une actualité à suivre naturellement demain jeudi sur toutes nos antennes radio et télé.
Le temps des activités de la 35e journée internationale de la femme était donné ce mercredi à Kribi. Le ministre de la Promotion de la femme et de la famille, le professeur Marie-Thérèse Abenaondoa, a dévoilé là-bas le thème de cette année, promotion de l'égalité et protection des droits de la femme à l'horizon 2020, dresser le bilan des actions menées, fixer un nouveau cap. À cette occasion également, des dons ont été remis à quelques femmes rurales de ce département de l'océan. Barbara Padjama était à Kribi. Un matériel roulant phare pour naviguer sur les plages de l'autonomisation et des parasols pour braver la pluie et le soleil. Une vingtaine de femmes pêcheurs et commerçantes de l'océan ont migré aujourd'hui vers le développement. Cette image est l'une des marques de cette cérémonie de lancement des manifestations de la Journée internationale de la femme. Ce qui va suivre est tout aussi intéressant. Encadrer les jeunes filles mères pour qu'elles soient autonomes, en plus les femmes même. Mais le premier objectif, c'est l'encadrement des jeunes filles de l'arrondissement de Bipindi. Les femmes sont venues de tout le département de l'océan avec à la main une démonstration de force économique. Un moyen aussi de connaître leurs droits sur le marché de l'égalité. Nous avons notre propre examen de conscience à faire pour voir ce que nous avons fait selon les orientations du chef de l'État qui tient à la promotion des femmes, à leur implication dans tous les domaines de la vie sociopolitique de notre pays. Après avoir invité les femmes de Kribi à plus d'implication dans la vie associative, le ministre et sa délégation ont visité des produits locaux vantés par ses ouvrières. Des femmes rurales de l'océan qui se réjouissent de ces dons, elles qui jouent un rôle prépondérant en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits de la terre et de la mer. Leur quotidien, c'est dans ce reportage de Salvador Becha à Kribi. Les femmes rurales de l'océan, qu'elles soient des Bikondo, des Bilolo, que l'on retrouve aux premières lueurs du jour sur la route des champs environnants, éprouvent plusieurs difficultés. Le transport coûte cher. Donc sur une distance de 9 km, nous payons 1000 francs, 1500. Si tu as les bagages 2000, tu peux facilement payer 2500, alors que ce n'est pas une longue distance. Aujourd'hui, je me suis levée à 5 h du matin, marcher à pied jusqu'à Bikondo, parce que je n'ai pas de moyens pour payer le transport avant d'arriver au champ. Certaines évoquent aussi des besoins essentiels en eau potable. Malgré toutes ces peines, les Amazones de la Terre parviennent à ravitailler les marchés de Kribi en vivres. On travaille pour que des produits sortent. Il y en a. Vous voyez comment le camion arrivait bien claquant. Pour que leur joie soit complète et leur travail moins pénible, ces femmes rurales formulent des vœux à l'endroit des pouvoirs publics. Ils viennent souvent nous aider, nous aider par rapport à nos travaux. Donc à partir de novembre, là, si on peut souvent venir nous donner quelque chose pour qu'on doit faire des grands champs. On supplie que l'État doit nous aider de nous arranger notre route. En attendant de voir leurs conditions améliorées, les femmes rurales de l'océan continuent de remuer la terre pour nourrir tout un département. La grande enquête du journal, nous tentons ce soir de comprendre pourquoi au Cameroun, les médecins spécialistes restent des expériments rares. Ce petit nombre-là explique peut-être la difficulté de se faire diagnostiquer correctement et même le coût élevé de ces actes médicaux. La santé n'a pas de prix, dit-on, mais ce coût est de plus en plus inabordable pour les consultations spécialisées au Cameroun. Les raisons dans cette enquête de Lucie Colette Avolo. Psychologie clinique, rhumatologie, addictologie, néphrologie et bien d'autres spécialités sont de plus en plus recherchées. Une denrée rare au Cameroun. J'avais ma petite sœur qui avait le diabète. Elle avait un taux de glycémie élevé à 5,22. Elle est décédée parce qu'elle n'avait pas un spécialiste pour la prendre en main rapidement. Ce n'est pas tout le monde qui dispose de 15 000 francs pour aller consulter. Si vous avez rendez-vous, vous payez 15 000 francs. C'est trop fort. On vous donne rendez-vous, revenez dans 3 mois. C'est le temps de mourir. Si l'on observe le nombre de médecins anesthésistes et réanimateurs dont on a besoin à travers le pays, on constate qu'il y a un gap. Pour exemple, l'hôpital central
en a 3. Lorsqu'on compare le nombre de nouveaux cas de cancer attendus au Cameroun par an de l'ordre de 15 000 et que la faculté de médecine ne forme que 4 ou 5 spécialistes en cancérologie par an, cela montre quel est le cas. Si nous regardons par exemple les spécialistes en addictologie, nous n'en avons pas beaucoup, et tout ce qui concerne la santé mentale. La médecine nucléaire et la radiothérapie, en ce moment il n'y a que 2 au Cameroun. Qu'est-ce qui fait une bonne santé et une bonne politique de santé? Ce qui concerne l'adéquation entre les besoins de la population et la formation des spécialistes relève premièrement de la planification, deuxièmement des conditions de travail et de la motivation des personnes, parce que tout ce que nous formons ne reste pas au Cameroun. Il est considéré comme un chemin de croix pour les patients en quête de spécialistes. Le contexte camerounais n'en offre pas à suffisance, d'où l'intérêt pour une politique de formation en adéquation avec les besoins, ainsi qu'un cadre professionnel répondant aux normes de la modernité. Pour les maladies oculaires, les Camerounais connaissent bien désormais l'hôpital ophtalmologique Cameroun Eye Institute, c'est à Obac, dans le département de l'Aleké. La structure va offrir désormais un cadre d'apprentissage adéquat aux apprenants de l'école des sciences de la santé de l'Université catholique d'Afrique centrale. C'est grâce à une convention de partenariat qui lie les 2 parties depuis hier, mardi. La portée de cet accord avec Ibrahim Mohamed Abbassi. La signature du protocole de partenariat entre l'hôpital ophtalmologique Cameroun Eye Institute et l'école des sciences de la santé de l'Université catholique d'Afrique centrale permet aux 2 institutions de voir plus loin. Au-delà du fait qu'elle les lie, elle les engage à travailler en synergie. Nous avons une même convergence de vues avec le directeur général de cette institution, n'est-ce pas, dans la perspective de la formation. Nous voulons un terrain d'excellence en stage académique. La réputation et le plateau technique de l'hôpital ophtalmologique ICO vont concourir à une formation optimale des apprenants. Nous, on prend très au sérieux tout ce qu'on nous confie, parce que l'hôpital fonctionne sur la base d'un certain nombre de normes internationales dont nous avons la fierté de vouloir préserver. Et donc, quand ils viennent, il y a toute une équipe d'encadrement. Ces structures entendent ainsi former de professionnels de qualité. L'objectif étant d'améliorer l'offre et la qualité de soins oculaires au Cameroun et même en Afrique. En économie, le financement en mode islamique, bientôt effectif partout au Cameroun. La première session du comité de pilotage de ce projet a donné lieu ce mercredi au lancement du mode de financement islamique à l'échelle nationale. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, à la manœuvre, a expliqué les spécificités de ce financement basé sur les valeurs du Coran. L'éclairage de Lucas Modunjemba. L'expérience d'un crédit pratiquement sans intérêt, cette microfinance se l'a faite grâce à la Banque islamique de développement pour le plus grand bonheur de ses clients. Nous avons eu une ligne de financement qui avoisine 500 millions que nous avons mis en place effectivement auprès de nos bénéficiaires. En mode islamique, nous ne raisonnons pas en termes des intérêts et ainsi de suite. Nous avons mis en place un crédit par exemple de 1 million pour réaliser un projet et à la fin, s'il y a eu un revenu, un gain peut-être de 100 000 francs, c'est en ce moment-là que nous allons partager ça entre les 2 parties. Et c'est cela le financement en mode islamique, le partage du bénéfice entre le client et sa banque, mais aussi et surtout un financement direct du projet. Nous ne remettons pas de l'argent en espèces aux clients. C'est que si vous faites par exemple dans la construction, vous allez trouver votre fournisseur et après l'accord de crédit, nous allons virer les fonds dans le compte de votre fournisseur. Basé sur la loi coranique, si le financement islamique fait fi des croyances des clients, les activités jugées illicites y sont cependant inéligibles. Toutes les activités qui ont un lien avec la commercialisation et la production des alcools, la commercialisation du porc, de la viande de porc, les activités liées aux jeux de hasard. Au Cameroun, la phase pilote du programme
d'appui au projet de financement de la microfinance en mode islamique a permis le financement de 519 microprojets pour un montant global de 600 millions de francs CFA, 1500 bénéficiaires et un taux de remboursement de 90%. Sur une plus grande échelle, l'économie nationale a bénéficié d'un accompagnement spécifique, soit 44,6 milliards de francs CFA pour la Sonara, 64,2 milliards pour la Sodecotton. Pour un pays comme le Cameroun en quête de diversification de ses instruments de financement, la finance islamique, c'est du tout bénéf. Cette audience du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tiroma Bakari, qui recevait hier mardi le directeur général du projet de construction du barrage de Nachtigal avec Augusto Suarez dos Reis. Il a été notamment question des retombées du projet en termes d'emploi pour les jeunes Camerounais. Je vous propose les explications du Brésilien dans un extrait d'entretien sélectionné par Stéphane Zembom. Nous avons soufflé il y a quelques jours la bougie, le premier anniversaire du démarrage des travaux de Nachtigal, et j'ai voulu rassurer Monsieur le ministre sur le fait que nous étions pleinement en ligne avec l'échéance qui nous a été fixée dans nos contrats, à savoir une livraison un peu avant la fin de l'année 2023. Nous travaillons à pied d'œuvre, nous avons démarré il y a à peine quelques semaines la réalisation de la ligne de transport de 125 000 volts, mais il a surtout été question de la question de l'emploi et des retombées locales du projet. Donc nous avons eu l'occasion de partager avec son Excellence le fait que nous étions pleinement en phase avec l'orientation générale qu'un projet comme Nachtigal a vocation à avoir une contribution extrêmement importante sur les retombées en termes d'emploi et retombées économiques locales. La localité de Ndjoré, dans l'arrondissement de Mbandjok, département de la Haute-Sanaga, désormais connectée au réseau de l'eau potable en quantité et en qualité. C'est là une évolution à mettre à l'actif du gouvernement avec l'appui de la coopération chinoise. Le centre ScanWater de cette localité réhabilitée a été inauguré ce mercredi par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba. Notre reporter là-bas, c'était Eugène Bey. Les maladies d'origine hydrique en Ndjoré, c'est désormais de l'histoire ancienne pour les presque 2500 âmes qui peuplent la localité. La preuve que le gouvernement réalise ce qu'il promet. Nous sommes toujours en quête de solutions innovantes pour apporter de l'eau à toutes les populations. Le gouvernement a développé ce projet ScanWater qui a consisté à construire 350 stations de ce type à travers le territoire. Ces stations n'ont pas fonctionné de manière optimale. Le projet ScanWater New Look, c'est donc désormais des stations réhabilitées, mais avec des sources d'énergie photovoltaïque. Première à jouir des fruits concrets du septennat des grandes opportunités par l'accès à l'eau potable et en qualité, les populations de Ndjoré ont étalé leur sentiment de gratitude. Nous avions beaucoup souffert avec nos enfants. Nous sommes très contents. Nous disons merci à M. Paul Biya. Sentiment de joie. Aujourd'hui, nous sommes réconfortés parce que nous avons eu de l'eau. L'impact de ce projet pour le centre de santé intégré Mère Chantal Biya est énorme. Mon personnel allait même à 2 km pour chercher de l'eau. Toutes les pathologies qui venaient au centre à ce moment, si ce n'était que la fièvre typhoïde, avec l'avènement d'eau là, ça porte un plus sur le plan sanitaire. L'ouvrage est constitué d'un réservoir d'aération et d'un système de distribution fiable. 84 mètres cubes est la quantité d'eau produite par jour dans la station. Une réalisation saluée par tout un village. Et on va dire merci pour cet ultime reportage. Le 20h30 dit au revoir ce soir à Eugène qui va désormais jouir d'une retraite bien méritée. Les fidèles catholiques entamaient ce mercredi la période de carême, un mercredi des cendres marqué par des prières et des célébrations eucharistiques. La symbolique de la période du carême et l'ambiance dans quelques paroisses à Yaoundé, c'est dans ce reportage de Michel Renaud au Hanja. Dans la tradition catholique, la période de carême est un moment où les fidèles sont appelés à cheminer avec le Christ. Pour l'entame de cette période de 40 jours, les chapelles ont abrité des messes, comme ici en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Ici, la célébration a été marquée
par l'imposition des cendres aux fidèles. Je demande à Dieu de m'aider déjà à bien mener mon carême. On ne doit pas s'afficher parce qu'on gêne, dire qu'on est en train de gêner ou qu'on fait le monde. Tout a été indiqué en cette année 2020 où les Camerounais ont le besoin de reconstituer leur paix. A été dit, on a placé ces moments sous le signe de la réconciliation. La symbolique des cendres sur les fronts des fidèles marque une démarche de conversion, une démarche de vérité envers soi-même. En la paroisse Toussaint de Vannes, cette période de carême sera aussi consacrée à l'encadrement spirituel des fidèles. Se préparer spirituellement, c'est les aider à mettre en pratique l'enseignement de l'Église. C'est les aider à mettre en pratique la parole de Dieu qui nous invite à une vie beaucoup plus meilleure. Il est donc question pour le peuple de Dieu d'éviter diverses dérives. Quelques professionnels du secteur de la santé recevaient lundi dernier à Yaoundé leurs attestations de fin de formation, une cérémonie présidée par la déléguée régionale de la santé publique pour le centre. Ariel Olivia Moboé raconte cette cérémonie. Après 2 ans de formation pour les uns et 3 ans pour les autres dans les filières pharmacie, kinésithérapie et analyse médicale, ces apprenants arrivés en fin de formation ont au cours de la cérémonie de remise des diplômes présenté des sketchs démontrant la pratique à proscrire dans l'exercice de leurs fonctions à venir. En prêtant serment, ils ont pris l'engagement de respecter l'éthique et la déontologie professionnelle telle qu'apprise à l'Institut supérieur des sciences et techniques appliquées à la santé ISTAS. C'est un sentiment de joie, de bonheur qui m'anime en ce moment. Pour la suite, je compte continuer mes études ou bien trouver du travail s'il y a la possibilité. Les enseignements que j'ai reçus, j'aimerais les mettre en pratique et être au service de ma population. Ces diplômes qui attestent de leur admission aux évaluations est un symbole, voire une identité qui fera parler d'eux à l'avenir. Choisir l'Institut supérieur des sciences et techniques appliquées à la santé pour plusieurs raisons, à savoir cadre agréable pour la formation, la discipline. Les enseignants sont vraiment qualifiés et dévoués et le laboratoire est équipé de matériel à la pointe. Ils étaient 47 au départ et 10 ont été recalés, soit un taux de réussite de 76,76%. Après des formations pratiques en zone rurale, ces lauréats devront, comme l'a souligné le parrain de la promotion baptisée Le Mérite, Charles Osongo Ikani, innover et mettre en pratique les enseignements reçus. Nous fondons beaucoup d'espoir sur ces jeunes qui ont reçu une excellente formation pour pouvoir transformer le système de santé tel que le souhaite le chef de département. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en 3 temps, à savoir la présentation de l'économie de la loi, la prise des engagements et l'accueil des futurs professionnels dans le métier. Des primes ont également été remis à 4 apprenants respectant l'ordre et l'éthique et aux 3 majors issus de la promotion Le Mérite à l'ISTAS. La page des sports en mode célébration, le ministre des Sports et de l'Éducation physique recevait les vœux de Nouvel An de son personnel ce mercredi. Cette cérémonie du Palais polyvalent des sports a été l'occasion pour le ministre Narcisse Mouelé-Kombi de fixer le cap pour cette année 2020 avec dans l'immédiat le CHAN en ligne de mire. Joseph Gouet, Amandeng. L'organisation du championnat d'Afrique des Nations de football 2020 du 4 au 25 avril prochain est la préoccupation majeure au ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est le premier élément inscrit sur la feuille de route du professeur Narcisse Mouelé-Kombi. À ce sujet, le patron des sports au Cameroun fait appel à toutes les intelligences pour travailler plus que par le passé afin d'obtenir de meilleures performances. En 2020, des chantiers sont nombreux. Il y a la participation de plusieurs disciplines aux Jeux Olympiques de Tokyo, la redynamisation des structures de formation comme l'INJS et le SENAGES. Avant ces prescriptions du ministre des Sports à ses collaborateurs, le secrétaire général de ce département ministériel, Moïse Benga, a d'abord égrené le chapelet de belles performances réalisées en 2019 sur le plan sportif, notamment le trophée de la CAN U17 remporté en avril par le Cameroun en Tanzanie et celui du volleyball dames en juillet. Aussi, le sacre de l'équipe nationale féminine de football comme meilleure sélection africaine. La cérémonie de présentation de vœux au ministre des Sports ce mercredi au Papouasie était aussi l'occasion de décerner des distinctions honorifiques au personnel méritant.
4 ont reçu des médailles du mérite sportif et 4 autres des médailles d'honneur du travail. Des parchemins à 5 personnels admis à faire valoir leur droit à la retraite. En leur rendant hommage, le MINSEP a dit de ses employés qu'ils ont servi la nation avec abnégation, dévouement et patriotisme. La cérémonie se termine par la traditionnelle poignée de main au ministre de tous les personnels des services centraux et déconcentrés. Voilà une fête qui met un terme à ce 20h30 d'assez belle manière. Une édition dominée par cette perspective de la pose de la première pierre du pont dans l'extrême nord sur le fleuve Logone au Cameroun, et ce sera à Bangor dans le pays du Tchad. Le Premier ministre chef du gouvernement passe la nuit ce soir à Yagua. Dans cette région de l'extrême nord, Joseph John Gouté va prendre donc part au nom du chef de l'État à cette cérémonie. Ce sera demain jeudi. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Franck Evina, Auguste Angononga et Stéphane Zembomo. Un autre journal sur cette antenne, ce sera à minuit, présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez juste après le journal le documentaire Africa Aïe. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30.